si on se lance pas maintenant, on le fera jamais. Donc on a quitté nos jobs respectifs. Ouais. Et en septembre, on a dit on se met à 100% sur le projet Le Footing parce qu'on avait déjà Smartbox et Panzani qui sont quand même des grosses entreprises alors qu'on partait vraiment de rien. On n'avait aucune méthode écrite. Je ne sais même pas si on avait un PDF qui résumait ce qu'on allait faire. Ouais. Et du coup, entre septembre et novembre, on a tout cadré, on a déposé les statuts de la SAS et c'était parti. Et maintenant, Ok. on est 11 mois après, quoi. Vous aviez des représentants de cette société, de ces sociétés dans votre réseau? Même pas. C'était plus, en fait, il y a quelqu'un qui a vu qu'on faisait ce genre d'initiative. On avait un petit peu communiqué sur LinkedIn, Instagram. Ok. Et du coup, il y a un intermédiaire qui nous a contactés pour préparer cette entreprise. Mais justement, c'était ça qui était assez dingue, c'est que Ouais, c'était ouais. même pas lié à notre réseau proche. C'était, Ok. je pense vraiment qu'il y avait un vrai besoin du marché. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui prennent des dossards à des courses pour leurs collaborateurs. Mais du coup, il y a peu de personnes qui s'occupent de ce qui se passe avant. Alors que bah, déjà, cette prise de dossard, une super occasion de mettre les gens en mouvement et d'avoir un objectif et Ok. d'avoir une motivation intrinsèque pour se Ouais. mettre en mouvement. Alors Antoine, Pierrick, bonjour et bienvenue sur le podcast Origine. Salut, Salut Pierre. merci de l'accueil. Vous venez de Paris, Absolument. vous avez pris le train Ouais, on est arrivé ce matin à la gare de Bordeaux, et j'ai entendu dire que vous alliez passer quelques jours à Bordeaux. à Libourne pour être précis. À Je Libourne. connais pas très bien. Je le situe pas très bien, Libourne. Ouais. Je le situerai plus tout à l'heure quand on ira là-bas, mais ouais, exactement. Vous avez de la famille ici ou des amis? Moi j'ai un petit bout de famille Ouais, dans la ok. région bordelaise, Ok. mais sinon on a des potes qui Et là, sont c'est les 30 Ok. ans d'amis qui ont. C'était pas la première fois Non. que vous veniez à Ouais, Bordeaux non. quand même. Ouais, je Quand connais même. assez peu en vrai. Vous avez grandi, vécu à Paris toute votre vie? Non. Non. Moi, j'ai grandi à Chartres, Chartres, donc ouais. à 1 heure de Paris. Ok. Et jusqu'à mes 18 ans, j'ai passé le bac à Chartres. Et Ok. ensuite, je suis parti à Nantes pour un sport-études et mes études. Ok. Et moi j'ai grandi à Tours, Ok. dans la région centre aussi, et après je suis parti après mon bac à Paris pour les études, et j'ai fait un petit bout à Lyon aussi de ma vie, Ok. maintenant région parisienne. Alors pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites? Très bien. Vas-y, je te laisse commencer. Alors bah du coup moi c'est Antoine, j'ai 29 ans, et j'ai cofondé le footing avec Pierrick. Avant toute chose, donc je suis le cadet d'une famille de 5 enfants qui a grandi en banlieue tourangelle. Et j'ai une formation un peu hybride et un parcours un peu hybride parce que j'ai commencé par une licence STAPS. Donc j'ai eu un parcours qui a été teinté par le sport pendant toute ma vie. J'ai été sportif de haut niveau, puis j'ai fait une licence STAPS. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Donc la passerelle STAPS école de commerce, c'est pas forcément la plus classique. Et j'ai beaucoup bossé sur des sujets d'éducation et d'insertion par le sport à la fin de mon cursus académique, jusqu'à ce que je lance le footing avec Pierrick et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Super. Et toi, Pierrick? Alors, moi, de mon côté, je suis un peu plus jeune. J'ai 1 an de moins qu'Antoine. J'ai 28 ans. Je suis kiné de formation. Et j'ai été également ancien athlète de haut niveau sur 800 mètres. J'ai exercé du coup pendant 4 ans le métier de kiné avec vraiment l'idée de remettre les gens au sport et la plupart du temps je leur disais d'aller faire du sport et du coup maintenant j'ai décidé de le faire avant qu'ils soient sur une table de kiné, de le faire là où ils passent le plus de temps donc dans les entreprises et de le faire avec mon meilleur pote Antoine dans ce projet à qui on a très souvent fini nos soirées en disant il n'y a pas assez de sport, les gens ils bougent pas assez, il y a des choses à faire, il faut faire plus de choses et du coup au lieu de finir les soirées comme ça et de bougonner dans notre coin et de pas agir au quotidien, on a décidé de prendre ce sujet-là et de monter Ok. le footing, du coup, il y a maintenant 1 an. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler de votre société que vous avez cofondée tous les deux, Ouais. et ensuite on pourra revenir sur différents événements marquants, voilà, Ouais, de votre bien sûr. jeunesse, adolescence, peut-être comment vous vous êtes rencontrés. Ouais. Alors, le footing, une boîte parisienne pour laquelle tu es président et toi directeur général, C'est ça. une approche B2B, si j'ai bien Exactement. compris. Uniquement Est-ce B2B. que vous pourriez expliquer également ce que vous vendez? Ce qu'on vend C'est- concrètement, la promesse qu'on vend, c'est que grâce à la course à pied, on va créer des conditions pour que ça va favoriser le bien-être et la cohésion au sein des entreprises. Ok. C'est la promesse de base. Et ce qu'on vend concrètement, c'est un accompagnement à la fois humain. Donc on met des coachs face à des personnes qui veulent courir, généralement 1 fois par semaine, Ok. généralement sur le temps du midi s'il y a des douches, avec des coachs qui sont tous certifiés, diplômés et avec une grosse expérience de course à pied et avec une méthode qui est vraiment adaptée à tous. On est à la fois adapté à la personne qui veut aller très vite sur son semi-marathon, comme la Ouais. personne qui n'a pas fait de sport depuis 15 ans et qui a envie de se remettre à courir Ok. et juste être capable de courir 5 minutes Ok. sans avoir de douleur. Et à côté de cet accompagnement humain, on a de l'accompagnement digital où on vient créer une communauté dans l'entreprise
où on vient apporter tout un tas de contenu autour de la course à pied, des plans d'entraînement, du contenu sur la nutrition, sur le sommeil, sur le bien-être en général, Ouais. pour que ça transpire un peu dans leur mode de vie. Ok. Et donc voilà, ces deux accompagnements créent l'offre du footing. Et ensuite, soit on prépare spécifiquement les entreprises à des courses auxquelles ils ont pris des dossards, soit c'est vraiment un accompagnement tout au long de l'année, Ok. comme si on s'abonnait à une salle de sport, sauf que la salle de sport, c'est dehors et Ouais. c'est avec nous. Donc, c'est une méthodologie que vous Ouais. avez créée, un accompagnement, Ouais. un coaching. Exactement. Exactement, c'est complètement ça. Et il y a du coup à la fois cette dimension santé-sport et aussi la dimension cohésion et engagement auprès des collaborateurs. Parce Ok. qu'on a pu observer que les gens qui venaient courir avec nous entre collègues, ils étaient souvent, ils avaient une meilleure image de leur entreprise que ceux qui ne le faisaient pas. C'était pas forcément une intention de base quand on a lancé le footing. On était vraiment focus sur cette idée de remettre du mouvement dans la vie des gens. Et on a découvert cet aspect-là au fur et à mesure qu'on a accompagné des entreprises. Et maintenant, Ok. c'est devenu aussi important que la dimension sportive. Ok. Et c'est d'ailleurs assez, c'est un des côtés gratifiants de ce qu'on propose avec le footing, c'est de voir ces liens qui se créent entre des gens qui ne se verraient pas forcément dans leur vie de travail Ouais, classique. bien Et sûr. même, il y a des choses assez cool d'un point de vue hiérarchique. Une fois qu'on est tous en short, t-shirt, basket, on Ouais. ne sait plus trop qui est manager, alternant, Bien sûr. stagiaire, DG. Et tout le monde transpire ensemble et, Ouais. et Clairement. c'est assez cool. Donc, c'est entre midi et 2, c'est ça que ça se Ça passe? dépend de l'entreprise s'ils ont des douches. C'est surtout ça qui va Ouais. décider si c'est entre midi et 2. Nous, on peut le faire le matin, le midi ou le soir. Mais le créneau le plus favorisé pour la séance encadrée, c'est le midi. Ok. Mais il y a vraiment tout ce côté digital où on met beaucoup d'énergie et qui est vraiment une part importante de notre produit qui se fait ça tout au long de la semaine et de la Alors, journée. digital, qu'est-ce que vous entendez par là? Du C'est-à-dire coup, comme que- je te disais, ouais, on crée une communauté, Ouais. donc une communauté WhatsApp, où toutes les semaines, on leur envoie des plans d'entraînement, on leur envoie des fiches pratiques sur la nutrition, sur le sommeil, Ok. et on répond à leurs questions. Et des fois, ils nous demandent quelles chaussures ils doivent acheter. Du coup, Ouais. on répond sur le groupe et ça crée de l'animation. Ça permet aussi que ce groupe devienne un peu le réseau social du running en Ouais. entreprise de la boîte. Trop bien. Et, D'où vous est venue cette idée, justement? Et ce qui m'intéresse, c'est l'approche B2B. Ouais. Bah, l'approche B2B, déjà, je pense qu'elle est, de par notre nature, je pense qu'on a plus de facilité à aller vendre un produit en B2B qu'en B2C. B2C, ça veut dire se créer une communauté. Et nous, c'était pas forcément vers ça où on avait le plus de compétences. Et surtout dans la logique de mettre les gens en mouvement, donc ce qui était vraiment notre genèse de base, bah, le faire là où ils passent le plus de temps dans leur travail, ça avait de la logique. Et l'autre partie qui nous a amené là, c'est on a réfléchi à quels étaient les freins aujourd'hui pour que les personnes ne fassent pas de sport. Et on a trouvé 3 freins. Le premier, c'était le manque de temps. Donc du coup, pour répondre à ça, on le fait sur la pause du midi ou pendant qu'ils sont au travail, comme ça, une fois qu'ils sont rentrés, il n'y a plus de Ouais. problème de ressortir du canapé ou ressortir pour aller courir. Le deuxième, c'était le manque de motivation. Du coup, notre réponse à ça, c'était d'avoir soit un objectif d'une course, ou alors avoir le côté groupe, parce que aller courir quand tu es tout seul, parfois, c'est un peu dur de repartir, alors quand tu sais qu'il y a un groupe qui t'attend avec un coach et que ça va être un bon moment, c'est plus facile. Et le dernier frein qu'on a déterminé, c'était les personnes manquaient de compétences, ne savaient pas par où commencer, et du coup manquaient d'expertise. Et du coup, nous, on vient apporter notre expertise au début. On est tous les deux coachs, moi avec le côté kiné, Antoine avec le côté Ouais. STAPS. Du coup, on allait coacher les gens. Maintenant, on prend des coachs pour pouvoir se déployer un peu plus vite et surtout avec plus d'entreprises. Mais du coup, il y avait vraiment ces 3 freins qu'on a établis et on a essayé de répondre à ça avec le footing. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée qu'on avait du footing, et maintenant, 1 an après, en soi, le produit s'est amélioré, notre animation de communauté, toute la partie digitale s'est améliorée, notre méthode aussi un petit peu, mais ça n'a pas tellement changé de ce qu'on avait imaginé dans les premiers jours. Et je trouve Ouais. que c'est pas forcément le cas tout le temps dans les startups classiques. Et ce pivot, nous, on n'a jamais dû à le faire, et je trouve que c'est plutôt une belle chose. Si on en revient en 2024, lorsque vous créez la société tous les deux, c'est quoi la genèse, l'idée? Est-ce que vous avez une première entreprise qui vient vous voir parce que vous avez cette expertise dans le sport, ou c'est vous vous êtes posé et en mode où est-ce qu'on peut créer de la valeur et créer un business ensemble? Bah, il y a un peu les deux. Déjà, il y a eu un cas très concret, c'est que donc moi j'ai été sauteur en hauteur. Ok. Donc le saut en hauteur, c'est 8 foulées, c'est un effort hyper explosif. Ouais. Et moi, globalement, courir, ça me faisait chier.
Et donc j'étais feignant et dans ma vie de sauteur en hauteur, mes entraînements c'était des séances relativement courtes sur encore une fois du travail très explosif. Et un jour, en l'été 2023-2024, on s'est lancé un petit challenge entre potes, c'était d'aller faire un trail dans la montagne et d'aller de refuge en refuge pendant 5 jours et faire une traversée dans les Alpes. Ok. Et à ce moment-là, donc les gars me chauffent là-dessus. Et à partir de là, je me suis entraîné tous les jours pendant 3 mois jusqu'au jour du challenge, quoi. Et là, Pierrick, il m'a dit, mais putain, mais je veux créer ça chez mes patients en tant que kiné. Je veux trouver cette étincelle qui fait qu'ils se prennent en main et ils sont motivés par quelque chose et ils se mettent à avoir une activité un peu plus régulière et engagée, quoi. Donc à partir de là, on s'est dit, ah ouais, on a envie de craquer le truc pour Ouais. recréer cette logique et un peu cette idée d'objectif. Donc à partir de là, on s'est posé un peu plus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le tout premier projet qu'on a lancé, il s'appelait Bouge de là. On avait créé un compte Insta où on voulait faire bouger les jeunes et donc on voulait créer du contenu pour essayer de les mettre en mouvement. Sauf qu'on n'est ni jeune ni créateur de contenu et du coup c'était un énorme flop. Et en continuant d'avancer dans notre réflexion, on s'est dit bon en fait qu'est-ce qu'on maîtrise le mieux, c'est la course à pied. Tous nos potes ils nous demandent des plans d'entraînement pour aller faire des courses. À chaque fois qu'on parle de ça, on est hyper passionné, ça peut durer jusqu'à très tard dans la nuit. Ok. En fait on va faire ce qu'on maîtrise le mieux, donc la course à pied. Et où est-ce qu'effectivement les gens passent le plus de temps aujourd'hui, c'est au boulot. Et ben on va faire rentrer la course à pied dans le monde du travail. Ok. Donc ça, c'est un peu le côté genèse presque philosophique, mais il y a eu aussi quand même, faut se l'avouer, la dimension business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs running qui sont dans le B2C. Il y a beaucoup d'acteurs du sport en entreprise, mais il n'y a pas d'acteurs running dans le monde de l'entreprise. En tout cas, à part 2-3 petites initiatives très à la marge, il n'y a pas de gros acteurs qui s'est attelé à ce sujet-là. Ok. Et nous, on s'est dit, bah, moi, avec ma casquette école de commerce, business, Pierrick avec sa casquette santé, on a tout pour répondre aux problématiques du monde de l'entreprise. Et en fait, les gens qui composent les entreprises, c'est des utilisateurs et des Bien gens sûr. comme toi et moi. Et donc, on s'est dit, Ok. bon, allez, il y a à la fois l'opportunité business, à la fois l'idée de mettre du sport dans la vie des gens. On y va et Trop bien. c'est à partir de là qu'on a... Trop bien. Et- Du coup, toi, comment tu as vécu cette jeunesse, cette création Ouais, de bah, société? Antoine l'a très bien décrit. Pour arriver à la décision, on avait envie de faire quelque chose. On a commencé à faire quelques initiatives, des after-work, plutôt avec notre réseau proche au début, ça a bien marché. Et comme le disait Antoine, comme il y a assez peu d'acteurs dans ce marché-là, on a très vite été contacté par Smartbox et Panzani pour les faire courir et les préparer à une course, en Ok. l'occurrence les 10 km Adidas de Paris. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Mais... Oui. Et alors qu'on on était encore en statut auto-entrepreneur, Ok. peut-être même pas monté encore. Donc on Ouais. avait des clients avant que rien n'ait commencé. Et du coup, on a tout créé nos statuts d'auto-entrepreneur pour commencer, pour accompagner ces deux entreprises. Ouais. Ensuite, il y a eu l'été des JO. Et on s'est dit, bon, il y a vraiment quelque chose à faire dans le sport. Si on ne se lance pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc on a quitté nos jobs respectifs. Ouais. Et en septembre, on a dit, on se met à 100% sur le projet Le Footing parce qu'on avait déjà Smartbox et Panzani qui sont quand même des grosses entreprises alors qu'on partait vraiment de rien. On n'avait aucune méthode écrite. Je ne sais même pas si on avait un PDF qui résumait ce qu'on allait faire. Ouais. Et du coup, entre septembre et novembre, on a tout cadré. On a déposé les statuts de la SAS et c'était parti. Et maintenant, Ok. on est 11 mois après, quoi. Vous aviez des représentants de cette société, de ces sociétés dans votre réseau? Même pas. C'était plus. En fait, il y a quelqu'un qui a vu qu'on faisait ce genre d'initiative. On avait un petit peu communiqué sur LinkedIn, Instagram. Ok. Et du coup, il y a un intermédiaire qui nous a contactés pour préparer cette entreprise. Mais justement, c'était ça qui était assez dingue, c'est que Ouais, c'était ouais. même pas lié à notre réseau proche. C'était, Ok. je pense vraiment, il y avait un vrai besoin du marché. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui prennent des dossards à des courses pour leurs collaborateurs. Mais du coup, il y a peu de personnes qui s'occupent de ce qui se passe avant. Alors que déjà, cette prise de dossard, c'est une super occasion de mettre les gens en mouvement et d'avoir un objectif et Ok. d'avoir une motivation intrinsèque pour se Ouais. mettre en mouvement, quoi. Du coup, vous arrivez à identifier en tout cas des besoins clients. C'est-à-dire Ouais. si Panzani, c'est ça? C'était Ouais. Panzani, Panzani. Smartbox, ouais. S'il y a Panzani, il doit y avoir d'autres sociétés en Exactement, tout cas ouais. qui cherchent ce type de Et service. qui contactent Antoine et Pierrick qui n'ont pas de structure encore Ouais. et qui n'avaient pas communiqué. On n'était pas du tout dans la même démarche qu'aujourd'hui. Donc on se Ouais. dit, il y a quand même un truc à faire. Donc si on... Et là vient le stress de la structuration. Est-ce qu'on crée des statuts, une société, Ouais. comment on encaisse, comment on facture? Ouais, c'était pas trop un stress. Bah après, moi, le côté encaissé, le côté comme j'étais kiné en libéral, au final, gérer toutes ces choses-là, au lieu de facturer Ouais. des patients, je facturais Panzani. Ouais. C'était pas trop un stress et surtout, on partait avec, on savait qu'on avait quand même des gens, ça ne nous permettait pas de vivre à cette époque-là, juste Smartbox et Panzani, mais sans travailler, on avait eu des clients, donc on se disait, bah, si on essaye de déployer, ça va quand même normalement marcher. Ouais. Du coup, non, moi, j'ai pas eu
stress à cette Le période-là? stress, c'était clairement pas ça. Le stress, c'était qu'en septembre, on a quitté Ouais, nos jobs, on n'avait pas de filet, pas de chômage. ouais. Donc Ouais, on s'est dit, on a 3 mois C'est pour ça, déjà. survivre. ouais, Et en plus, bah, nous, on vient de milieu. Enfin, je suis pas du tout en train de me plaindre, mais on vient de milieu tout à fait modeste. Et donc, on n'avait pas de ressources ou d'investissement. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée un modèle qui génère du cash ok, dès le début. Et si dans 3 mois, on n'est plus là, on n'est plus là, quoi. On n'a qu'une ouais, balle dans le chargeur. Ouais, Et donc, il faut qu'on arrive à construire quelque chose qui soit à la fois qui réponde à un besoin, mais aussi qui soit qui pérenne d'un point de vue modèle économique. ouais, Et en fait, pérenne immédiat, quoi. on a co-construit, on a construit nos offres en répondant aux briefs de Panzani et de Smartbox. Ouais. ouais, Et c'est encore nos offres actuelles. ok. On les a faites en même temps qu'on les a accompagnées au début, quoi. Donc, création de la société, vous mettez peut-être en place un site internet, Ouais, Ouais. communication réseaux sociaux, exactement. comment ça se déroule tout ça, le début de Bah, l'entreprise? nous, on a tout de suite mis le paquet sur LinkedIn parce que vu qu'on fait du B2B, et on s'est dit que c'était là que se trouveraient nos prospects et nos clients. Mais ouais, les premières étapes, ça a été bah, déjà formaliser un peu notre accompagnement une fois qu'on avait fini ce premier un peu proto avec Smartbox et Panzani pour pouvoir passer à l'échelle derrière, quoi. Et après, ouais, site internet, c'est très très vite fait. Oui, Et LinkedIn, par contre, on y a vraiment mis de l'énergie. On s'est dit, s'il y a un endroit sur lequel il faut qu'on soit visible, c'est là, ok, avec l'humilité et nos compétences, donc Et nos moyens et aussi. nos moyens. Mais en tout cas, on s'est dit, allez, on fait l'effort, on se met la rigueur. C'est un peu mis dans l'idée de ce on connaissait quand on faisait du sport à haut niveau. C'est, vas-y, on se met dans le tunnel et on ouais, y va, on est assidu. Et en fait, on s'est créé une petite notoriété surtout grâce à ça. Et c'est ok. ça qui nous a ramené Ok. les premiers clients, quoi. Ça reste votre canal d'acquisition principal aujourd'hui, LinkedIn? Ouais, aujourd'hui, ça commence à basculer plus dans les recommandations et les Les bouche à référents, oreille, ouais, ouais. les bouche à Ouais. oreille et plus Ok, du coup des personnes. Ce qui est difficile dans notre business, c'est de trouver qui est le décideur au sein de l'entreprise. ouais, Parce que même dans les gros groupes, c'est jamais la même personne, c'est soit les RH, soit les CSE, soit la com interne. Donc au final, quand on a un client, on essaie de dire bah, à quel, est-ce que tu as des camarades qui étaient dans ta promo qui sont dans les mêmes postes que toi et qui pourraient être bien sûr, intéressés. C'est ça qui aujourd'hui est plus efficace. ok. Comment, aujourd'hui, c'est quoi l'évolution de la société? Entre 2024 et aujourd'hui 2025, qu'est-ce qui a évolué? C'est-à-dire plus d'employés, plus de matériel, de moyens? Comment est-ce que... Ouais, clairement, bah, pour la faire synthétique, en gros, on a fait le 0 à 1 et là, on cherche à faire le 1 à 10. Donc concrètement, pendant les 6 premiers mois, on encadrait toutes les séances avec Pierrick pour 2 raisons. La Ok. première, c'est qu'on coûtait pas cher. Oui, Et la deuxième, c'est que ça nous a permis vraiment d'aller nous confronter aux besoins à la fois des financeurs, à la fois des utilisateurs. Parce que ça, c'est aussi une particularité de notre business, c'est que nos clients ne sont pas nos utilisateurs. Et donc, il faut ok. qu'on réponde aux 2 niveaux de besoins. Oui, Et donc là, le fait d'être au cœur du réacteur, à animer des séances, à affiner la méthode, à recueillir les feedbacks des participants, c'était hyper précieux. Donc on a beaucoup appris et beaucoup ok, documenté tout ça. Et le nœud un peu de notre capacité de changement d'échelle, c'était les coachs. Parce que donc Pierrick et Antoine, on peut pas se décupler. Et au bout ouais, d'un moment, on n'a pas un temps illimité. Et donc le produit, le footing, la qualité du produit dépend des coachs qui vont être en face des gens. Donc on s'est beaucoup pris la tête sur qu'est-ce qu'on diffuse comme message, comment on pose les bonnes conditions pour que les coachs ils aient les mêmes discours que nous, ils aient le même niveau d'exigence que nous. Donc ça a été vraiment la première phase un peu de conceptualisation de tout ça et de comment on va le délivrer, comment on va les former. Et on a eu la chance d'assez vite mettre en place un partenariat avec la Fédération française d'athlétisme qui ok, nous donne accès à tout son réseau de coachs en France. très bien. Donc ça, on a un peu déjà craqué ce premier problème de Ouais, passage à l'échelle grâce à ça. Et là, aujourd'hui, bah, c'est une dizaine de clients actifs, c'est 6 coachs à Paris et 3 en dehors de Paris. C'est un troisième fondateur qui rejoint oui, aussi l'aventure. Et on est en plein process de recrutement pour recruter un alternant ou une alternante. ok. Donc ça se structure gentiment mais sûrement et mine de rien bah, c'est quand même plein de défis qui se posent à nous Ouais, mais ouais concrètement là on a un peu éprouvé le modèle et tiré les premières leçons et maintenant on a super. envie d'accélérer quoi. Est-ce qu'il y a eu des obstacles pendant ces 2 dernières années? Ouais, bah du coup, ça fait qu'un an qu'on existe, mais Ouais, du coup, oui, bah, le principal obstacle, comme l'a dit Antoine, c'est qu'on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de de capital, de capital, départ donc du ou... coup, on a vraiment dû créer de la valeur instantanément, ce qui a pu peut-être nous faire des choix qui auraient été
pas les plus judicieux dans un point de vue long terme, mais nous, il fallait qu'on rende du cash. Donc, je pense que c'était le premier obstacle. Et le deuxième obstacle auquel on se confronte, c'est que comme il y a peu d'acteurs, et que du coup, il y avait quand même un besoin auquel on répond, mais comme il y a peu d'acteurs, c'est peu connu, et du coup, il y a un vrai travail d'acculturation. Oui. Et là, aujourd'hui, on a un processus de vente qui est quand même très long. C'est normal dans le B2B, mais je pense qu'il est plus long que la normale parce que déjà, on a beaucoup de temps pour expliquer nos offres et en quoi on est vraiment différenciant avec potentiellement d'autres offres de sport entreprise ou qui se concentrent uniquement sur la partie sportive. Ouais. Et donc, du coup, il y a ce gros travail d'acculturation qui est un vrai obstacle. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'éduquer le client à ce que c'est ça. vous Exactement. proposez. Et donc ça, c'est un premier vrai défi avec tous les défis qui sont liés à une création d'entreprise. L'autre défi, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, j'ai une formation de kiné, donc à la base, j'ai appris à faire plier des genoux. Donc là, je deviens dirigeant d'une entreprise. Donc c'est un défi, mais c'est un défi, défi d'un côté positif, quoi. C'est quelque chose qui me stimule énormément. Et si j'ai choisi ça, c'est que justement, j'avais besoin de cette recherche de performance au quotidien que j'avais pas forcément dans mon métier de kiné. Mais je pense que c'est un des obstacles aussi de changer de casquette. Vous m'avez dit au début de l'interview qu'il y a un autre fondateur qui arrive ou un autre associé. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur son profil? Qu'est-ce qu'il va apporter à la boîte? Et pourquoi vous avez décidé de l'accueillir? Déjà, la première grande qualité qu'il a, c'est que c'est un grand fan de course à pied. Donc un passionné comme vous. Exactement, et ça a été le premier point d'accroche. On l'a rencontré via une asso qui s'appelle l'Institut de l'engagement et dont je suis lauréat et lui est mentor. Et donc on s'est connecté via ce réseau de l'Institut de l'engagement. Et donc Cyril, pour ne pas le nommer, il a un profil hyper complémentaire du nôtre, déjà parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que nous. Je ne citerai pas son âge ici parce que je ne veux pas avoir de problème avec lui. Mais, il est content de la nouvelle réforme de retraite, je crois. Non, mais du coup, c'est trop cool parce qu'il a connu plein de choses que nous, on n'a pas connues. Il a eu une brillante carrière dans un très grand groupe sur des fonctions plutôt commerciales. Et ça, nous, c'est une compétence qui était hyper clé parce que c'est le nerf de la guerre, il faut qu'on vende et on n'est pas forcément les mieux armés pour ça, donc il nous apporte cette compétence-là. Et donc c'est à la fois de l'expérience, c'est à la fois des compétences qu'on n'a pas forcément, et c'est aussi du réseau, parce que forcément, avec son âge, même s'il est encore jeune dans sa tête et dans ses jambes, il a un réseau que nous, on n'a pas, et mine de rien, c'est quand même assez facilitant, surtout dans les phases d'amorçage, ça ouvre pas mal de portes. Sachant qu'on n'a pas trop parlé, mais on a plutôt des grosses entreprises, on fait couvrir plutôt des gros groupes, des grands comptes. C'était pas forcément une volonté de base, c'était pas un choix stratégique, mais c'est que dans ces grands comptes, il y a toujours cet interlocuteur, qui n'est pas tout le temps dans les mêmes services, mais il y a toujours cet interlocuteur qui va être en charge de créer de l'engagement pour les collaborateurs, toutes ces préoccupations-là. Et donc, mais le fait de parler avec des gros groupes, c'est que si on veut discuter avec des dirigeants, parfois avec le profil de moins de 30 ans et primo-entrepreneur, c'est parfois plus difficile d'aller toucher les dirigeants de ces gros groupes, alors que lui, son profil, pour briser la glace, il est plus facile. Quel type de département à qui vous vous adressez? Ce sont les RH, les managers, Alors, le premier, au tout début, c'était plutôt les CSE. Mais c'est très ciblé avantages salariés, les CSE, alors que nous, on a quand même une solution, on le répète, mais qui est vraiment ouverte à tous et qui crée un moment entre les collaborateurs. Donc du coup, ça a intéressé aussi les RH, ça a intéressé aussi tout ce qui est com interne et tout ce qui est service de l'engagement. L'engagement, c'est pas forcément un service dans toutes les entreprises, mais quand il y en a un, nous, c'est vraiment notre meilleur ami. C'est plutôt relié avec la communication interne et après les RH, évidemment. Quel est le bénéfice aujourd'hui du sport au travail? Vous disiez que ça améliore l'ambiance générale, peut-être ça renforce les liens, on se sent mieux. Déjà, on est en bonne santé, et la bonne santé, selon l'OMS, c'est un bien-être physique et mental. Et je pense que c'est un moyen exceptionnel pour être en bonne santé. Le sport, ça c'est, je pense, indéniable et c'est pas à prouver. On en parlait un petit peu au début aussi, c'est que quand on fait du sport, toutes les barrières, elles sont cassées. Et que ce soit l'alternant qui vient d'arriver dans la boîte comme le DG, tout le monde est au même niveau et ça humanise un peu les rapports. On a même des histoires où dans certaines entreprises, il y avait des responsables syndicaux qui couraient avec la direction et les rapports sont vraiment apaisés parce qu'ils se sont rendus compte qu'en face de lui, c'était pas juste le directeur, c'était aussi un humain et inversement. Donc ça facilite tout ça. On a même des retours où dans certaines entreprises, ils nous disent quand il y a 2 coureurs dans une réunion qui ne sont pas du même service, on gagne 15 minutes dans la réunion, parce que c'est des gens qui se connaissent, qui ont vraiment passé du temps ensemble, et tout est plus fluide et tout est plus performant. Donc ça, c'est super. Ce
le défi qu'on a aussi aujourd'hui, un des obstacles, ça peut être de justement mesurer cet impact. Parce que c'est des choses qui sont à la fois concrètes, mais assez peu palpables. Et bah, les entreprises, elles aiment bien parler en ROI. Oui. Et trouver un ROI sur ça, faut quand même se creuser la Mais tête. toi, en tant que kiné, j'imagine que tu veux mesurer, en Bah, tout on cas, veut mesurer en plus, clairement. Mais pas du coup que le côté santé, parce que le côté santé, on pourrait le mesurer, mais je pense qu'il est quand même. Aujourd'hui, le travail qui a été fait l'an dernier, le sport, c'était la grande cause nationale. Donc, je pense que les gens ont compris que le sport, ça fait de la bonne santé. Par contre, dans la performance collective de l'entreprise, c'est assez difficile à Oui. mesurer. Oui. On a des retours concrets, mais pour le prouver et le mettre dans une présentation quand on le présente à nos clients, Oui. c'est pas forcément évident. Mais peut-être que vous avez des sondages ou des Ouais, retours employés c'est ce qu'on sur... fait, ouais. Ouais. C'est ce qu'on fait des sondages, mais j'aimerais bien qu'on arrive à trouver c'est un des défis de la prochaine année, de trouver un petit hack et de trouver Ouais. soit des chiffres vraiment plus clés ou. Ouais. Ce qui est incroyable avec le sport, c'est que ça rassemble. Ouais, Hein, il n'y a clairement, ni parti politique, ni Exactement. catégorie socio-professionnelle. Clairement. On est tous Clairement, ensemble. et surtout là, ce qui est d'autant plus puissant, c'est que souvent tout le monde va vers un même objectif commun. Alors chacun le fait à son rythme, mais par contre tout le monde prépare une échéance de manière commune, et ça c'est hyper puissant. Et le côté aussi hétérogénéité dans ce qu'on propose, il est génial parce qu'on a des très débutants, voire des gens qui étaient éloignés de la pratique, qui prennent la décision de passer le pas et de se lancer, à côté de gens qui sont des pratiquants acharnés, et parfois même à presque haut niveau, qui s'entraînent ensemble, enfin qui partagent un moment ensemble. Et celui qui est à très haut niveau, qui voit celui qui est débutant, qui se donne à 100% de la même manière que lui sur la séance, c'est des deux côtés, c'est un cercle vertueux. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment le côté hyper gratifiant de ce qu'on propose. Et c'est là où on prend aussi beaucoup de plaisir, c'est de voir qu'il y a cette dynamique qui se crée. Quand on arrive souvent sur une première séance, tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, ça parle pas trop. Et à la fin, tout le monde se tape dans la main, se prend dans les bras, se check. Il n'y a plus d'histoire de collègues. On a juste passé 1 heure ensemble à transpirer. Ouais. Et donc, c'est vertueux pour tout le monde. Et puis, on commence aussi à avoir quelques petites histoires assez marquantes de gens qui faisaient plus de sport et qui s'y sont remis parce qu'on a débarqué et qui ont repris confiance aussi en eux. Même dans Bien la sûr. posture au travail, ça a changé des choses. Bien Même sûr. dans la posture, même Même dans on la la vie, voyait ouais. évoluer dans la séance. Je Ouais. pense à une personne en particulier où elle a vraiment totalement changé de personnalité par rapport à son ouverture aux autres en seulement 6 mois. Donc, Bien sûr. je pense que ça vaut quelques thérapies. Parce que le sport, Ouais. c'est pas que du bien-être physique, hein, c'est Non, du bien-être mental également. Clairement. C'est clairement. Bah, moi, à titre personnel, je le vois. Je pense que je suis presque à la limite de l'addiction, mais dès que je peux pas faire de sport pendant une semaine, ma copine me le dit, je suis enfermé sur mon téléphone, Ouais, je ouais. suis un peu moins agréable. Donc, Mais moi, je me souviens, je travaillais dans un travail, je travaillais dans un boulot. J'étais très stressé en tout cas. Il fallait que j'aille courir le matin pour venir détendu. clairement. Ouais. Et c'était ma drogue. Ouais, bah, c'est Et ça. en fait, si je le faisais pas, je me sentais très mal. Bah ouais, clairement. Est-ce que justement, Bah, je profite de ça, est-ce qu'il y a des excès parfois que vous voyez dans Bah, le sport? ça, c'est indéniable. De toute façon, je pense dans tous les paramètres de la vie, dans toutes les choses, l'excès de tout, c'est pas forcément bon. Je pense que pour arriver à un excès de sport, faut quand même y aller, mais il y en a, ça s'appelle la bigorexie. Ouais. Et c'est vraiment documenté et il faut faire attention. Mais je pense que voilà, la majorité de la population, elle est quand même très loin d'être bigorexique. Donc, C'est quand Et, on ne peut pas pratiquer son sport, enfin on n'arrive pas à vivre si on n'a pas pratiqué son exactement. sport. Ouais. Ouais. Et je crois que d'un point de vue très santé, je crois que si tu dépasses un certain nombre d'heures de sport dans la semaine, tu Ouais. peux commencer à être considéré comme Oui, bigorexique. Il oui, y a oui. des critères très Oui, clairs oui. et ça concerne très peu de gens. Ça concerne plus les personnes qui font des sports d'ultra-endurance. Ok, Je pense que tu es obligé d'être bigorexique pour être ouais, performant dans ces sports-là. bien sûr. Mais sinon, la plupart des gens lambda, même qui font du sport tous les jours, ils sont loin de cette bigorexie. Et nous, à l'inverse, on est aussi un peu ces garants. Ouais. Dans notre discours et dans le discours de nos coachs, on essaye d'éduquer aussi un peu les gens à l'activité physique, à leur corps, à leur bien-être. Et il y a quand même une tendance, une hype autour du running en ce moment. Et il y a une banalisation de l'effort qui est pour moi un peu néfaste. Maintenant, faire un marathon, c'est devenu lambda. Oui. Faire un marathon, c'est loin d'être lambda. Faire 4 heures d'effort sur le bitume, c'est loin d'être lambda. Et surtout, le fait de banaliser ces efforts-là, ça donne l'image à des gens qui sont un peu plus éloignés de ça, de se dire « Ah bah, si je fais pas un semi ou un marathon, je suis pas un coureur, je suis nul. Bien » sûr. Alors que aller courir 2 fois 20 minutes dans la semaine, c'est déjà énorme pour le corps et pour tous ses bienfaits. Et donc, nous, on essaye aussi de faire attention à
temporiser un peu ces discours-là et revenir à des choses un peu plus rationnelles. Tout bêtement, aller courir, c'est faire des sauts d'une jambe sur l'autre. On fait 180 pas par minute. Aller courir 10 minutes, on a sauté 1800 fois. Chez le kiné, quand t'as mal à l'épaule... Fait 1800 sauts sur place. Ouais, voilà. Quand t'as mal à l'épaule, le kiné dit pas fait 1800 répétitions avec ton élastique pour soigner ton épaule, quoi. Donc, bref, c'est déjà énorme et on met vraiment beaucoup d'énergie à faire prendre conscience aux gens que se mettre en mouvement, c'est déjà très bien. Il faut pas se comparer aux autres et il faut pas banaliser les efforts. C'est vrai qu'on a souvent des retours en disant moi je suis nul, je cours que 5 km, alors que elle s'est mis à courir, cette personne peut s'être mise à courir depuis 3 mois et courir 5 km, peut-être qu'au début quand elle s'est mise à courir, elle courait que 2 km, donc elle a fait plus que x2, donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet en ce moment sur ça, et je pense qu'on est un peu ce garde-fou sur dès tous les gens qu'on touche, on leur dit à partir du moment où tu cours, c'est très bien, quoi. Alors la mise en mouvement, c'est très bien. On sait aussi, enfin vous êtes des professionnels de la santé du sport, que aussi le footing peut créer du stress mécanique sur les genoux, sur les hanches, etc. Comment vous gérez ça? C'est le miracle du corps humain. Il est super, ce corps humain, parce que si on l'adapte de manière progressive, si on le stresse de manière progressive, il va s'adapter, et du coup il va créer des adaptations qui sont même plus intéressantes que si tu le fais pas. Justement, il y a des études, je suis pas un chercheur, mais je sais qu'il y a des études très, très claires qui montrent que grâce à la course à pied, ça augmente la densité osseuse, et que du coup ça peut même réduire le risque d'arthrose. Après, quand tu passes à un extrême, évidemment ça peut abîmer, et surtout ce qui va abîmer les choses, c'est que si tu passes de 0 km à aller courir tous les dimanches, une fois par semaine, 20 km. Là, c'est pas bon pour les genoux. Mais si tu respectes cette progression, c'est plutôt bénéfice. Bien sûr. Moi, à titre perso, j'ai jamais eu mal au dos dans ma vie, j'ai jamais eu mal aux genoux. J'ai eu des blessures musculaires parce que j'ai vraiment cherché la performance, mais je pense que la pratique de la course à pied de manière modérée pour le plaisir et régulièrement, c'est plutôt très bon pour la santé. Et il faut respecter cette progressivité et surtout pas se dire je vais courir 3 mois comme un malade, s'arrêter 1 mois et reprendre comme un malade. Il faut vraiment respecter. Et du coup, avec tout l'accompagnement qu'on propose dans le côté digital, les plans d'entraînement et tout ça, on essaye de bien cadrer ça. Et il y a un deuxième élément très important qui est un peu notre ADN au footing, c'est que nous, de par notre héritage de l'athlétisme, on a appris à bien courir. Et en fait, courir, c'est mettre un pied devant l'autre, sans mettre 2 fois le même, parce que sinon on peut se faire mal aux dents. Mais globalement, ça paraît très simple et très accessible, mais mine de rien, courir, ça s'apprend. Et donc nous, on met beaucoup d'énergie dans toutes nos séances à faire de la technique de course. Donc à apprendre aux gens déjà à bien poser leurs appuis par terre, à avoir un cycle de jambes qui est cohérent et avoir une foulée qui est adaptée à leur corps. Et rien que ça, je pense qu'il y a 90% des blessures qui sont évitables. C'est beaucoup de bon sens, un peu d'écoute et un peu de tolérance envers soi-même. Et un zeste de patience. Et ça, nous, pour le coup, que ce soit des très débutants ou des coureurs très confirmés, la technique de course, elle est importante pour tout le monde. Et donc, on met vraiment beaucoup d'énergie dans toutes nos séances, il y a de la technique de course. Et ça, c'est un gain qui est quasiment gratuit, parce que peut-être que pour gagner 1 minute sur un 10 km, il va falloir s'envoyer des séances bien intenses pendant quelques semaines, alors qu'en travaillant un tout petit peu cette technique de course, on peut facilement être plus performant sans faire beaucoup plus d'efforts. Bien sûr, adaptation progressive, on peut le voir, les gens qui vont à la salle de sport, à la musculation, il y a le côté ego lifting, je veux absolument soulever 120, 150. Et ça, avec la course à pied, c'est dangereux, c'est clair. Mais c'est là qu'on se blesse. Mais par contre, la course à pied, elle est sympa, parce que peu importe le niveau, si on est un peu rigoureux et surtout assidu, on progresse et on le voit. On peut être très débutant si pendant 6 semaines on court 2 fois par semaine, on va voir les progrès, c'est inévitable. Et ça, c'est quand même chouette, parce que c'est ce qui crée l'addiction. Nous, dans notre logo, on a une petite molécule de dopamine. Et c'est vraiment ça. À la base, nous, on voulait être un peu les dealers de dopamine. Après, on s'est dit que dealer de dopamine dans le monde B2B, c'était pas top. Mais quand même, dans notre méthode et notre philosophie, ça transpire encore. Non, mais je vous comprends. Il y a une... Alors là, ça se voit pas forcément, parce que j'ai pris 20 kilos en 2 ans. Depuis que je suis avec ma femme, mon enfant, etc. Je trouve des excuses. Mais il y a eu un moment donné où j'étais très, très, très sportif, notamment que j'étais en kiné. Et la course à pied, c'était vraiment une drogue. C'est-à-dire, au bout de 15-20 minutes, les premières 20 minutes sont assez difficiles, généralement. Mais après, on se laisse porter. Exactement. Et c'est incroyable le bonheur qu'on peut ressentir. Et en fait, on sent une espèce de buzz toute la journée, presque. C'est ça. On sent un bien-être qui reste. Est-ce que vous voyez, d'ici 5-10 ans, ou peut-être même sur le court terme, un autre sport que vous voulez mettre au devant des grands groupes? Moi, ma philosophie de base, c'était vraiment
quand je parlais à mes patients, c'était de leur dire, il faut que vous trouviez un sport. Je les poussais absolument pas à faire absolument de la course à pied. Moi, la course à pied, c'est mon truc, donc s'ils voulaient le faire, je les accompagnais, mais c'était pas Ouais. forcément un objectif. Et d'un point de vue de santé publique, pour moi, le plus important, c'est de se mettre en mouvement et ne serait-ce que d'aller marcher 25 minutes ou de sortir 2 arrêts de métro avant. Ouais. Pour moi, c'était une bonne chose. Après, nous, du coup, on a pris la course à pied parce que c'est ce qu'on maîtrisait le plus. Ouais. L'idée de base qu'on avait, c'était comme le disait Antoine au tout début, de préparer des gens à gravir des sommets. Oui. C'était un peu avant Inoxtag d'ailleurs. Ok. Et ça peut être une bonne deuxième chose au footing parce que le fait d'aller gravir des sommets en montagne, pour se préparer à Paris, tu peux pas aller t'entraîner à gravir des sommets, donc il faut aller faire du renforcement musculaire, de la mobilité, même peut-être un peu d'escalade. Donc Bien c'est sûr. très varié. Donc peut-être on reprendra cette idée-là. Je suis pas sûr que dans 5 ou 10 ans, on aura le footing yoga, Ouais. mais peut-être pas, je sais pas. J'ai du mal moi, à me Ok. projeter très très loin, mais C'est voilà. super, oui. Alors, en parlant d'Inoxtag, je pense qu'il a apporté énormément de mainstream sur l'alpinisme et Ouais, sur le trekking. et surtout, il a eu un discours très positif sur ce côté de les gens, il faut sortir dehors et se Bien remettre en sûr, mouvement. c'est incroyable. Et c'est toute cette période-là, 2024, avec le sport à la grande cause nationale, qui, à mon sens, a eu un impact quand même. Les JO, Ouais. et même typiquement les Inoxtag, ça a été toute une mouvance de gens qui se sont mis à Ouais, courir. ouais. Je pense cette mouvance, elle a évidemment commencé plutôt avec le Covid, Ouais. mais du Covid jusqu'à 2024, j'ai l'impression qu'il y a eu une montée progressive, et là on est à l'apogée. J'ai le sentiment que ça diminue pas, c'est une bonne chose. Ouais. Et j'espère que ça va être ancré maintenant. Moi, Inoxtag, 2 mois après, j'étais en haut du Mont Rose. C'est un Ouais. sommet Ouais, je vois entre très bien. l'Italie et la Suisse. Ouais. Ouais. Je suis passé pas loin À cet faire un été. 4200 mètres, j'en ai Ok, chié. bravo. Ouais. Mais Mais la satisfaction, Ouais. c'est ça aussi qui est cool avec la montagne, c'est que peu importe que ce soit un 2000, un 3000, un 4000, un 8000 en l'occurrence, c'est ce côté de oh, c'est inatteignable et 6 heures après on est là-haut et Ouais. il y a quand même un côté gratifiant dans le chemin qui est assez Ouais. dingue. Alors, Et- on a essayé de C'est recréer sûr. ça en disant je vais faire un 10 km aujourd'hui, je cours pas, dans 6 mois j'en serai jamais capable, et au final ils en sont capables. Donc notre sommet aujourd'hui c'est la course à pied, mais remettre cette couleur un peu montagne, Ouais. ça pourrait être intéressant. Vous avez des expériences d'ailleurs de trekking comme ça en haute altitude ou d'alpinisme tous les deux? Bon, d'alpinisme, ce serait manquer de respect à ceux qui C'est clair. en Oui, ou font de vraiment. trekking de Mais, haute altitude. mais nous, on aime disons. bien, du coup, depuis cette fameuse expérience, tous les ans, on se lance un défi en trail, mais pas Ok. en enfilant un dossard. On le fait entre nous. On Ouais. va de refuge en itinérance. Ok. On a fait le tour des écrins, on a fait Ok. Annecy-Chamonix. Là, cette année, on a traversé le parc de la Vanoise. Ok. Et on adore ce côté liberté de partir avec un sac de trail, avec 2 caleçons, 2 paires de chaussettes et aller se doucher dans les rivières. Ok. Et en même temps, parcourir 30-40 bornes par jour en étant au milieu de la montagne, parfois assez haut en altitude. Ok. Ça reste raisonnable. Oui, ça reste raisonnable. On n'est pas du tout sur des délires d'ultra. Ouais. Mais c'est un peu notre bulle d'air annuelle. Il y a ça dans le calendrier. On peut pas Ouais. y déroger, quoi. Ça me fait penser à un sportif de haut niveau là qui s'appelle le Kylian Jornet. Jornet. Internet, ouais. Ouais. Il est incroyable. Ah, il est c'est incroyable. Cet individu. Ouais. C'est Même même il a sorti trois livres qui sont vraiment Extraterrestre. intéressants. Ouais, Ouais, c'est un extraterrestre, clairement. clairement. Ouais, il y a des allers-retours Mont Blanc, Everest. Enfin, il le fait à une vitesse incroyable. Ouais. Ouais, de toute façon, lui, il est né mi-homme, mi-chamois, je pense, Ouais. mais il est né, il a vécu en altitude depuis son plus Ouais. jeune âge. Ouais. Et je pense qu'il a des qualités différentes Clairement. de la norme, disons. Ouais. Là, d'ailleurs, pendant qu'on se parle, il devait être pas loin de l'arrivée de la Diagonale des Fous à La Ah oui. Réunion. Ouais. Là. Je me Ouais, souviens, avant petite mon pensée pour ascension eux. au Mont Rose, en fait, je faisais beaucoup de footing pour entraîner mon endurance de Ouais, fond. bien sûr. Et après le Mont Rose, en fait, ce que je me suis rendu compte pendant une période de 1-2 semaines, c'était que le footing était beaucoup plus simple. Ah bah, Ouais, Parce Ouais. qu'il y avait l'adaptation à créé l'altitude, des plus de globules rouges, Ouais. etc. De meilleure adaptation à l'oxygène. Et après, c'était... Et je crois que les coureurs, notamment d'Afrique, ils ont l'habitude de... Alors, il y a le côté, Ouais. je m'entraîne sans chaussures, etc. Mais également en Oh non, altitude. l'altitude, ouais, clairement, même Jimmy Gressier, qui a été champion du monde cette année sur 10 000 mètres, il a été souvent au Kenya, il s'entraîne aussi à Font-Romeu, qui est un centre d'altitude en France, Ok. dans les Pyrénées. Donc, non, clairement, l'altitude, il y a des Ouais. vrais intérêts. Mais du coup, c'est d'un point de vue très perf, mais je pense qu'il y a aussi des bénéfices dans la montagne, beaucoup plus dans la santé. Bien sûr. Et nous, on se positionne un peu plus. Ok. On peut accompagner des gens dans la perf, mais on se positionne quand même Ouais. plus dans mettre les gens à bouger, quoi. Bon, la prochaine étape pour votre société, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi vos objectifs? C'est déjà un peu consolider toutes les bases qu'on a construites. Donc là, déjà, agrandir l'équipe dans de bonnes conditions et sans se griller les ailes. Et après, on a une ambition de déploiement géographique. Là, Ok. on commence à poser des premières briques à Lyon, à Annecy.
On a profité de notre venue à Bordeaux pour aussi Libourne. faire un peu de repérage. Donc non, ouais, déjà continuer de faire grandir notre notoriété à Paris et commencer à déployer ailleurs en France. Mais globalement, on est ambitieux, mais on veut pas non plus brûler les étapes et on préfère prendre le temps de construire sereinement. C'est peut-être aussi, encore une fois, un raccourci, une passerelle avec notre passé de sportif, mais on a pu voir quand on était encore athlète que c'est bien d'avoir des bases solides et construire les fondations. Faut pas griller les étapes. Je vous suis. Alors, pour en revenir à vous deux, d'un point de vue plus personnel, vous êtes des amis, même des meilleurs amis, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes connus? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité développer une entreprise, tous les deux? Eh bien, comment on s'est connus? On s'est connus sur un stage d'athlétisme quand on avait 13-14 ans qui regroupait les meilleurs minimes, donc les personnes de moins de 14 ans de la région centre. Et bah, là, dans ces cadres-là, je pense que le sport, c'est comme tu disais, très, très communautaire, donc tu crées des liens avec des gens. Et moi, aujourd'hui, je pars encore en vacances avec des personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là, et pas forcément avec des camarades de promo ou ce genre de choses. Donc pour moi, le sport, ça a vraiment cimenté beaucoup de belles histoires. Ma copine actuelle aussi, je l'ai rencontrée par le sport, beaucoup de choses. Donc ça a commencé là. Ce qui a fait qu'on a monté une boîte ensemble, je pense que, je parle pour moi, mais je pense qu'Antoine aussi, j'avais pas cette ambition dans ma vie d'être entrepreneur forcément. J'avais ce désir de liberté, c'est pour ça que j'avais choisi le métier de kiné avec le côté libéral. Mais de monter une entreprise et de diriger dans une entreprise, c'était pas forcément quelque chose qui me drivait, même il y a encore peut-être 2 ans. Mais là, du coup, on avait vraiment cette volonté tous les deux, Antoine avec son père qui est très impliqué dans le sport, lui aussi qui est très impliqué dans le sport. On avait vraiment cette volonté de remettre les gens en mouvement, donc on partageait cette vision-là. Et du coup, créer l'entreprise, ça a été le moyen de le faire. Si on avait eu les moyens de le faire autrement, avec la même liberté, et faire vraiment notre méthode, on l'aurait fait, mais j'en vois pas forcément d'autres. Donc c'était plus un côté d'opportunité. Et je pense qu'on s'est aussi aperçu qu'on avait des personnalités très proches et très compatibles, mais aussi assez complémentaires, et plutôt complémentaires dans le but d'un business, justement, avec chacun ses spécificités. Moi, je vais être peut-être un peu plus fonceur, Antoine, un peu plus à regarder, être perfectionniste. Et du coup, cette combinaison de ces choses-là, ça fait des choses qui avancent et qui sont bien, bien faites. Donc, je pense que ça marche bien. Et toi, c'est quoi ton retour sur cette longue amitié? La genèse, c'est la même, mais après, en plus, on s'est retrouvés, donc on s'est un peu perdu de vue, enfin pas perdu de vue parce qu'on a toujours été très en lien, mais on a renforcé notre amitié parce qu'on s'est retrouvés ensemble à la fac de sport, en première année de fac à Paris. Et Pierrick, lui, il était encore à Chartres à ce moment-là, donc il faisait les allers-retours quasi tous les jours, Chartres-Paris. Moi, j'avais un appart à Paris, donc il a commencé à squatter un jour, puis 2 jours, puis 3 jours. Et en fait, on a passé 6 mois en coloc dans 13 mètres carrés. Et donc, forcément, ça 13 mètres carrés. Wow. Ouais, j'avais un tout petit appart dans le 14e à côté de la fac. Et en plus, à ce moment-là, on était tous les deux encore en activité en tant que sportif de haut niveau. Donc, on avait un peu la même vie. On était quand même très dédiés au sport, avec beaucoup d'entraînement. On avait aussi, il faut le dire, une vision du sport avec une vie sociale à côté qui n'était pas toujours appréciée des instances classiques dans le sport de haut niveau. Mais donc, en tout cas, on avait le même caractère à ce moment-là et on avait la même vie. Donc, on s'est vachement ressoudés à ce moment-là et après, on s'est plus jamais lâché. Je pense qu'il y a aussi un paramètre, c'est qu'on a tous les deux beaucoup d'écart avec nos frères et sœurs, ce qui est assez rare. Tu vois, t'as 12-13 ans, toi? J'ai 10 ans avec mon frère le plus proche. Ouais, moi j'ai 12 ans avec mon frère le plus proche, et du coup, c'est quand même assez rare, et je pense qu'on a eu le même moule avec des parents et des frères et sœurs très sportifs, à être toujours dans cette compétition, dans ce jeu, et je pense que du coup, ça nous a formés un peu pareil. C'est-à-dire des frères et sœurs plus âgés ou plus vieux, on est les plus jeunes, on est de loin les plus jeunes à chaque fois dans cet environnement très sportif. Donc, clairement. Je pense qu'on a eu un peu le même moule sur ça. Sur votre parcours de sportif de haut niveau, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à nous raconter par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans le côté sportif de haut niveau? Alors moi, ce qui a poussé à aller dans le côté sportif de haut niveau, c'est très simple, c'est que mon frère qui a 12 ans de plus, du coup, qui était vraiment mon modèle quand j'étais petit, a fait de la course à pied, a fait du 800 mètres comme moi, et a été en équipe de France aussi du 800 mètres en jeune. Donc du coup, quand j'étais petit, je voulais faire comme lui. Donc dès 6 ans, même à 4 ans, j'ai menti sur mon âge pour participer à des courses. Je courais avec des gens qui avaient 6 ans, donc j'ai toujours baigné dans la course à pied. J'ai toujours plutôt été performant, et du coup, quand tu es performant dans quelque chose, tu t'y accroches.
Et du coup, jusqu'à mes 18-20 ans, j'avais vraiment même l'ambition de faire carrière dans le sport de haut niveau. Ouais, j'ai eu la chance d'être 2 fois champion de France et j'ai porté 3 fois le maillot de l'équipe de France. Donc ça m'a Ok. créé des souvenirs qui étaient exceptionnels. Je sais pas si j'ai une anecdote très précise à raconter, mais en tout cas, dans tout ce qui est gestion du stress et confiance en moi, ça m'a apporté des choses, je pense que j'aurais pas pu l'avoir Ouais. autrement. Et après, quand il faut passer le cap entre le haut niveau jeune et le haut niveau senior, et j'insiste, c'est vraiment très différent. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en place que moi, j'étais pas forcément capable et pas forcément l'envie. Je me suis rendu compte que j'avais envie de m'ouvrir à autre chose que du sport et d'être catégorisé comme le sportif de haut niveau uniquement, c'est quelque chose ça m'allait pas forcément Ok. dans la vie. Mais ouais, je sais pas si j'ai des anecdotes très précises, mais en tout cas, je pense que quand tu fais du sport jeune à bon niveau, vers 15-16 ans, tu dois gérer des finales au championnat de France où tu es le favori. Du coup, tu te Ouais. retrouves en chambre d'appel avec tous tes concurrents, en plus sur une discipline sur 800 mètres où c'est vraiment une bataille d'homme à homme. Donc, il y a beaucoup de stress et que tu dois apprendre à gérer pour être performant. Et ça, Ok. c'est la meilleure école que j'ai jamais pu avoir. Et aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneur, je me sers beaucoup plus de ça que ma formation initiale parce que en tant que kiné, on n'apprend pas à être, Ouais. à être DG d'une boîte, quoi. Et cette transition entre sportif de haut niveau, donc quand tu étais jeune, Ouais. c'est-à-dire jusqu'à l'âge de quoi? 16, 17 ans? Ouais, je suis sorti des listes officiellement de haut niveau. Donc, pour être considéré athlète de haut niveau en France, il faut être sur les listes ministérielles de haut niveau. Ok. Et du coup, moi, j'y ai été de mes 15 ans à mes 19-20 ans, je Ok. pense. Et ensuite, on peut considérer que j'étais proche du haut niveau. J'ai fait les championnats de France élite donc en 2018 et j'avais 21 ans. Ok. Et ensuite, l'école de kiné, et j'ai toujours continué à faire beaucoup de sport, mais j'étais plus autant performant. Et justement, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué à un moment donné dans ma vie professionnelle, c'est que une fois que tu es kiné, que tu es installé dans ton cabinet, en fait, tout roule. Ouais. Et il n'y a pas cette notion de performance. Et Ouais. du coup, ça m'ennuyait un petit peu, alors que pourtant, il y a beaucoup de travail en tant que kiné, ça m'ennuyait Ouais. pas. Mes journées étaient très remplies, mais j'avais pas ce petit côté de stress. Et là, aujourd'hui, avant des rendez-vous de clients, on a un peu ce côté, Ouais. là, c'est maintenant, il va falloir être performant. Et Ah c'est ouais, ouais. vraiment quelque chose que j'avais besoin. On a, je pense, des très hauts niveaux de stress et d'adrénaline dans le sport. Et je pense que ça rend un peu addict. Et je le retrouvais plus, ça. Ouais. Oui, Et c'est du pas coup, j'ai. la flexion de genou qui augmente de 5, Ouais, de c'est 5 ça, degrés qui exactement, apporte ouais, c'est la ça, ouais. performance Et dont tu avais surtout, besoin. ouais, moi, ce qui me frustrait un peu, c'est que je me disais, j'ai essayé d'être le mieux possible en tant que kiné, mais en soi, même si je suis un kiné médiocre, j'aurais autant de travail. Et du coup, je sentais que ça me stimulait pas Ouais. assez et Ok. que j'étais plus dans cette recherche de Ok. performance qui est importante pour moi. Et la kiné, c'était une suite logique à ton passé, en tout cas, de Ouais, en sportif. fait, j'ai été gravement blessé. Enfin, j'ai eu une grosse blessure avant de partir aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était un des pires traumatismes. C'est une Ouais. anecdote. Un des pires traumatismes que Ouais. j'ai vécu. Je pense que c'était pire qu'un chagrin d'amour. Ou ça au ménisque, Ou à l'ischio. Je me sûr. suis Ok. pété 2 fois l'ischio juste 3 semaines avant de partir. Et donc, du coup, j'ai passé pas mal de temps chez le kiné. Et j'ai trouvé ça. Mon kiné était top. Ouais. J'ai passé vraiment de super moments. J'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit que c'était bien de faire cette transition et de comprendre justement pourquoi je me suis pété l'ischio. En plus, Ouais. j'ai eu après beaucoup de soucis à l'ischio. Et de comprendre pourquoi et essayer de pouvoir le régler tout seul. C'était un peu ça la genèse de Ouais. base. Ok. Et après, quand j'ai commencé la kiné, j'avais de moins en moins envie d'être dans le sport de haut niveau en tant que tel parce que je l'avais un peu connu de mon côté et que du coup il y avait plein d'autres pans de la kiné et notamment remettre les gens en mouvement pour qu'ils soient mieux, des choses qui m'ont plus intéressé ou Ouais. même avec la neurologie ou des Ouais. choses où on avait vraiment de l'impact très fort dans la vie des gens Ok. plus que m'amasser des mollets de sportifs, quoi. Super. Et toi, Antoine, du coup, ton passé de sportif? Moi, j'étais plutôt un sportif polyvalent de base. J'ai fait, comme tu disais tout à l'heure, du tennis à plutôt bon niveau, du hand à plutôt bon niveau. Et l'athlète, c'était un peu un concours de circonstances. Et j'ai découvert le saut en hauteur qui m'a beaucoup plu et surtout pour lequel j'avais des qualités. Déjà, il faut modérer le propos. Moi, j'étais un sportif de très bon niveau, mais pas non plus de haut niveau, donc j'étais à très bon niveau national chez les jeunes, mais j'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France. C'est quand même une nuance importante parce qu'il y a beaucoup de proclamations de sportifs de haut niveau maintenant et Mais faut t'as quand été même être assez sur les listes, lucide. t'as le droit J'ai été sur les t'as le listes, droit de j'ai été dire une sur les année quand listes, même. j'ai le droit de le dire. Non, mais tout ça pour dire que j'ai toujours été un peu bon partout, mais jamais excellent quelque part. Là, la hauteur, ça a été vraiment mon truc et moi, pour le coup, j'en ai tiré aussi évidemment plein de bonnes choses qui m'ont appris et que j'ai pu et que je réutilise encore aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, mais même dans ma vie perso
à plein d'égards. Et pour le coup, des anecdotes, j'en ai presque plus en dehors du stade que sur le stade. C'est vraiment encore une fois, on partait souvent en stage. L'athlé, c'est un sport très individuel et très ingrat. Contrairement au sport co où tu joues tous les week-ends, où tu joues au foot, tu joues au hand, tu joues pas à l'athlé. C'est dur, c'est chiant, il fait froid. T'es tout seul avec toi-même pour t'entraîner et peu importe la discipline que tu fais, t'as une échéance, voire 2 dans l'année. Si tu la rates, bah, tu recommences et c'est reparti. Donc, c'est à la fois des niveaux d'intensité hyper élevés, mais en même temps, beaucoup de travail pour peu de plaisir, quoi. Donc, c'était pas forcément toujours très fun. Par contre, bah, justement, quand on se retrouvait, on était tous un peu à partager ça et à être dans le dur. Et donc, quand on était en stage tous ensemble, c'était hyper cool et on a plein de super souvenirs et de super anecdotes. Mais donc, ouais, moi, j'en tire beaucoup de positifs. Et d'ailleurs, j'ai un peu effacé les côtés plus négatifs de ma mémoire. Mais ouais, ça met un peu plus... C'était pas une vocation, je me suis pas dit quand j'avais 3 piges, je vais être footballeur, quoi. C'était pas forcément une vocation de base, mais c'est-à-dire que dans cette notion de douleur, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait aussi les parents ou peut-être le grand frère qui vous inspirait? Comment ça se passe avec les parents quand vous êtes jeune sportif comme ça? Ils ont été très supporters, mon grand frère m'a beaucoup inspiré. Par contre, c'est moi qui avais décidé d'être performant et je sais pas comment ça serait pu se passer si je disais que je voulais arrêter d'athlète. J'ai pas ressenti cette pression. Je pense qu'ils auraient été déçus si à un moment donné, à 17 ans, alors que ça marchait bien. J'arrête, je pense qu'ils auraient été déçus, mais j'ai jamais eu cette envie de le dire et j'ai jamais eu de pression pas par rapport à ça. Au contraire, même, il y a même dans des courses où je me disais ça commençait à être dur. J'ai un souvenir d'un cross scolaire où je me disais c'était dur. C'était à Narbonne, donc à l'autre bout de la France pour moi. Et mes parents avaient fait le déplacement, payé le déplacement pour eux-mêmes, payé leur propre hôtel juste pour venir me voir courir à 5 minutes. Donc là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me bouge un peu. Et grâce à ça, j'ai gagné la course. Donc c'était plus un soutien. Et je l'ai vraiment pas vécu, moi, comme un stress, que ce soit de ma famille. Est-ce que les sportifs de haut niveau, comme ça, dans l'athlétisme en France, peuvent en vivre aujourd'hui ou ils sont obligés d'avoir un boulot à côté? C'est un des enjeux, je pense, qui nous a fait aussi basculer. C'est qu'on était, je pense, à très bon niveau, mais il y avait quand même peu de chances qu'on arrive à en vivre. Et c'est très peu. Je pense que, encore plus après les JO, je pense que tous ceux qui font les grands championnats peuvent en vivoter, mais pas non plus avoir une vie exceptionnelle. Les top, ils en vivent bien, mais c'est pas non plus l'Eldorado. Et non, il y a une très mauvaise répartition des richesses entre le football et notamment en course à pied, parce qu'en course à pied aujourd'hui ça génère énormément d'argent, mais les acteurs, ceux qui récupèrent l'argent, c'est pas les coureurs, alors qu'au foot on peut critiquer beaucoup. Moi j'ai aussi fait partie des critiques de tout l'argent que ça génère, mais au moins c'est quand même équitable parce que ceux qui touchent le plus d'argent, c'est les footballeurs qui génèrent l'argent, alors que et aussi c'est quand même différent, on peut pas vraiment comparer, mais ouais, non, le niveau de salaire d'un athlète de très haut niveau, et surtout moi, j'ai pu me rendre compte quels étaient les sacrifices qu'il fallait faire pour prétendre à une sélection, par exemple en senior. Je me suis entraîné avec des gens qui justement prétendaient à ces sélections. C'est être vraiment dans le haut niveau senior, et c'est des sacrifices, mais d'une vie pendant 10 ans. Tu fais des choses à l'entraînement des fois que t'aimes pas, tu mets des choses dans ton assiette que t'aimes pas, tu dois bien dormir, tu peux pas voir forcément tes proches, même parfois t'es loin de ta famille parce qu'il faut que tu t'entraînes dans des bonnes conditions pour peu d'argent et une reconnaissance que tu vas avoir énormément dans le milieu. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose qui me drivait. Et en plus, c'est un microcosme. T'as l'impression que c'est des gros poissons dans une petite mare. Et du coup, quand j'ai ouvert les yeux sur tout ça, moi, j'ai perdu une motivation sur le fait d'être dans le haut niveau, quoi. Et je suis pas sûr que j'aurais réussi, de toute façon, déjà avec mes qualités, mais il y a quand même c'est vraiment quelque chose de pas simple. Donc bravo à tous ces athlètes qui arrivent à pendant 10 ans à être très sérieux pour aller atteindre le très très haut niveau. Hypothétiquement, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas et qui ont fait les mêmes sacrifices que ceux qui arrivent. Et c'est clair. Là, c'est d'autant plus dur. Mais non, clairement, il y a un enjeu de précarité dans l'athlétisme de haut niveau, mais je pense comme dans d'autres sports minoritaires qui est dramatique et qui, de toute façon, se reflète assez logiquement dans les résultats. Bien sûr. On le voit, les Français sont... Est-ce que c'est lié à la médiatisation du sport? C'est-à-dire tous les sports qui sont le plus médiatisés, le cyclisme, le foot, le rugby sont mieux payés? Ce qui est étonnant dans l'athlétisme, c'est quand même, je pense, c'est le sport qui est le plus regardé aux Jeux Olympiques, mais bon, c'est qu'une fois tous les 4 ans. Je pense que ça génère, il n'y a pas assez de sponsors qui s'y intéressent, et peut-être que même la compétition d'athlétisme en tant que telle n'est pas assez instagrammable et sexy. C'est sur des longs temps. En plus, il y a plein d'épreuves, on s'y perd.
Ouais. Donc, il y a peut-être aussi un côté le rendre plus ludique. On montera une boîte pour rendre la Ouais, voilà. plus tard, mais On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a il y a plein plein de... d'enjeux. On a un Ouais. peu l'héritage du système sportif français qui est un peu poussiéreux. Il y a Ouais. des enjeux institutionnels aussi. Il y a des enjeux de détection. Les gamins à l'école, ils font beaucoup moins de sport et Ouais. ça, pour le coup, ça rejoint Ouais. nous aussi notre message de mettre en mouvement les gens et c'est dramatique et du coup, on Ok. source aussi moins de Clairement. potentiels Ouais, ça, champions. c'est un vrai frein. Enfin, tous les étages de la pyramide doivent être un peu repensés si on Ouais, veut clairement. recréer du haut niveau. Et en tout cas, à mon sens, Ok. ça passe par le bas de Ouais. la pyramide et par Et la toi, masse. du coup, après ton expérience de sportif, alors pas de haut niveau, mais de très bon niveau, tu Ouais. disais, tu vas dans une filière STAPS, c'est Ouais, ça? absolument. Moi, à la toute base, je souhaitais être prof de PS et j'ai fait un premier stage dans un lycée et je me suis dit que je voulais plus être prof de PS. Ouais. Et du coup, j'ai un peu bifurqué. Donc, j'ai fait une licence en entraînement et optimisation de la performance. Donc, Ok. vraiment focus perf. Et après, j'ai fait un service civique. Donc, c'est Ouais. une mission d'intérêt général dans une association, dans une asso qui s'appelle l'Agence pour l'éducation par le sport. Et j'ai rencontré une femme qui a un peu changé mon parcours professionnel, qui s'appelle Sarah Oramoun, Ok. qui a été vice-championne olympique de boxe à Rio et qui est bossé pour le ministère des Sports sur un projet qui était d'accompagner des assos sportifs pour les aider à devenir des entrepreneurs sociaux, donc à créer des nouveaux, repenser les business, le modèle économique des assos pour qu'elles deviennent plus pérennes et qu'elles aient un impact décuplé. Et ma mission de service civique, c'était de piloter ce projet Ok. un peu test. Et là, j'ai eu un peu une révélation et un coup de cœur pour l'impact social du sport. Ouais. Et j'ai côtoyé plein de gens qui avaient des projets assez dingues pour accompagner des publics qui étaient plutôt défavorisés, en tout cas fragiles, à se remobiliser par le sport. Et j'ai vu sous mes yeux le pouvoir du sport de manière très concrète. Et je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de mettre mon énergie pour que le sport puisse avoir un impact positif sur la société. Et donc, grâce à ce service civique, j'ai pu intégrer l'Institut de l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Et l'Institut de l'engagement m'a permis d'aller dans le programme Grande École de l'EM Lyon. Ok. Par des voies totalement détournées. Mais et donc, j'ai eu la chance du coup, de profiter de l'EM Lyon et de découvrir plein de gens et plein de choses hyper cool là-bas. Et donc, j'ai continué de renforcer mon envie de bosser businessman, là-dedans, ouais. de businessman. Ouais. Ouais, bah un peu, j'ai fait mon alternance de fin de M Lyon dans l'assaut de Sarah, dans le 93, qui est un Ok. club de boxe à Aulnay-sous-Bois. Ok. Je pense que je suis un des rares, à côté de ceux qui étaient chez EY et Goldman Sachs. Ça devait pas être l'alternance la plus mainstream à l'EM Lyon, mais j'ai kiffé. Et du coup, ouais, je regrette pas du tout ce parcours. Et c'était trop cool d'avoir cette espèce de schizophrénie entre l'EM qui est quand même très business et Ouais. très ambition de carrière un peu classico-classique et mon alternance dans une asso Ok. dans le 93 avec des jeunes en décrochage scolaire. Mais c'était trop cool. Et donc, si j'arrive à joindre en tout cas tout ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire que toi, tu sors de l'EM Lyon, peut-être tu te mets en statut indépendant ou auto-entrepreneur? Bah, je bosse un peu dans cet asso que je quitte que pour des bonnes raisons. Je me mets un peu en freelance à faire un peu de conseils à ce Ouais. moment-là parce que ça commence à nous trotter dans la tête, mais en même Ouais. temps, je sais pas trop où je vais. Donc, ouais, je suis auto-entrepreneur. Ok. Et toi, tu es en Moi, je suis kiné, le kiné libéral. et là, vous publiez sur LinkedIn, vous Ouais, faites on de fait la... ça. On fait ça le soir, une Ouais. heure par semaine. On commence, mais à très petite échelle. Ok. Et un Et jour, vous c'est là, recevez Panzani 2 qui mois. vous Je appelle. pense que le premier événement qu'on a créé, c'était en février. Et je pense que c'était en mars-avril. On a Ouais. Oui, en l'opportunité plus, avec c'est récent, Panzani. c'est 2024. 2024, Ouais. ouais, donc C'est récent, et ok. là, maintenant, aujourd'hui, on fait courir Louis Vuitton, on fait courir la Fnac, on fait Incroyable. courir Bravo. BPCE. Enfin, Bravo. donc, Bravo. quand on prend un peu de recul, on aimerait tout le temps que ça aille plus vite, mais là, on est quand même assez fiers de Ok. ce qui s'est passé. Parce que, Ouais, par exemple, un client comme Louis Vuitton, comment vous les avez approchés? bah, ça, c'est des recommandations parce Ouais. on a monté un petit partenariat avec Gymlib, Ouais. qui est, je sais pas si tu vois ce que c'est une plateforme pour les salariés. Ok. L'entreprise paye une partie, le salarié paye une autre, et ça te donne une monnaie à utiliser dans l'application, et tu peux Ok. aller faire du sport un peu partout dans Paris. C'est assez déployé à Paris, Bordeaux, je sais pas. Et c'est un gros acteur du sport en entreprise parisien. On avait commencé à parler avec eux, ils ont entendu parler que Louis Vuitton voulait courir, participer à une course, du coup ils nous Ouais. ont envoyé Louis Vuitton. Franchement, je pense que chaque client aujourd'hui a son histoire parce qu'il fallait bien créer quelque chose. Ouais. Là maintenant on commence à avoir les premières demandes entrantes et ça c'est très très agréable parce que Ouais.
Là, pendant 1 an, on a été bataillé sur LinkedIn, sur Strava, sur plein Ouais, de on a trouvé des petites techniques de Petites- pirates, mais on s'est bien amusé avec Strava pendant un moment. Strava, c'est quoi? Strava, c'est une application qui permet d'avoir le débrief de ce que tu as fait en course à pied. Ok. Donc ça te Le donne réseau social c'est un réseau social de course à pied et de Ouais. vélo. sport, quoi. Et en gros, ça te fait le récap de ton tracé, de la vitesse à laquelle tu as couru, de par où tu es passé. Et il y a tout un petit enjeu de gamification où quand tu passes au même endroit que quelqu'un d'autre, ça te met le classement par rapport aux Oui. autres. Et donc nous, on s'amusait à... Tu vas changer le RGPD de Strava en racontant. Ouais, c'est pas grave. En racontant. Si vous nous le écoutez, secret. les copains, on vous explique. Du coup, on crée des segments Strava au pied des bureaux à Paris. Et le soir, on avait la liste de tous les gens qui étaient passés en courant au pied des bureaux. Et donc après, on les contactait sur LinkedIn en leur disant « Ah, bah, on va vous parler de course à pied. Ah bah, je cours. Ah bah non, arrête. Truc de ouf. » Voilà, Et plein voilà, d'histoires. On a plein de petites histoires comme ça. Je crois qu'il y a une histoire aussi des gardes du corps, Exactement. de Poutine, de Macron, je sais De plus trop Macron. quoi. Ouais. De Et on Macron. arrivait à voir où Savoir où est-ce se qu'ils déplaçaient couraient, où les est-ce qu'ils étaient. dirigeants. Il y a eu des vrais enjeux de sécurité par rapport à ça, parce que justement, quand ils allaient courir, et bah, tu t'abonnais au Strava du garde du corps et tu Ouais, savais et où tu- étaient les... exactement. ouais. Exactement. Bah, on s'est un peu inspiré de ça pour retrouver nos Ah, produits. trop bien. C'est ce qu'on appelle le growth hacking. C'est ça, Je ouais. crois que vous avez bien joué votre On truc. n'a pas fait une grosse sales machine, mais on a fait avec nos moyens. Et c'est Est-ce- un peu ça, le début du footing. Est-ce qu'il y aurait l'ambition de lancer un produit digital, une application iPhone, un site internet justement pour... Bah, c'est déjà un peu le cas. Ouais. En fait, on a une Pierry qui s'est codée en 32 langues. Ok. Non, c'est pas vrai. On a monté on a une web app Ouais. qui est en no-code. Mais chaque client a sa web app un peu en marque blanche, quoi, et sur lequel Ok. ce qu'on appelle le vestiaire digital. Ok. Et sur ce vestiaire digital, on diffuse du contenu du coup additionnel, justement des podcasts inspirants sur la course à pied, Super. les plans d'entraînement, Ok. des fiches thématiques. Mais donc c'est encore très artisanal, mais nous, notre philosophie, c'est que plus c'est simple, moins il y a de barrières à Plus l'entrée, il y a d'adoption. plus il y a d'adoption. Ouais. WhatsApp, tout le monde l'a dans sa poche. Ouais. On nous a dit, ouais, faut que vous montiez votre app et qu'il y ait la messagerie interne intégrée, machin. Ouais, ok, mais est-ce que là, toi, tu as envie d'aller créer un énième compte sur une énième appli Ouais. pour aller faire la course? Non, WhatsApp, Ouais. tu l'as dans ta poche. La Non, première non. chose, c'est qu'on savait pas faire aussi. C'est pas faux. On n'avait pas Sur- forcément les compétences, mais on aurait pu Oui, mais on s'entourer aurait de gens pu, qui ouais, les clairement, avaient, mais en c'est tout pas cas, il y a vraiment un truc parce que c'est des vraies questions, l'amélioration de notre produit, c'est Clairement. des enjeux qu'on a Et- toutes les sûr. semaines. Et créer des barrières. Ouais. Mais le truc qui nous drive et qu'on essaye de toujours se dire après nos points produits, c'est est-ce que ça va complexifier l'expérience de Ouais. l'utilisateur? Oui, non. Ouais. On prend la décision en fonction de ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça m'arrive, alors je suis développeur de logiciels aussi. Ça m'arrive d'avoir des clients qui me disent on veut une messagerie en interne, mais je fais pourquoi faire? Ouais, Là, on va y passer des semaines à la faire alors que tout le monde aime utiliser WhatsApp, Ouais. Messenger ou quoi que ce soit. Clairement. Ça Essayez existe d'identifier justement une fonctionnalité où vous apportez une vraie valeur ajoutée. Clairement. Je pense que... pas. On Non. est exactement dans cette philosophie. Mais par contre, la dimension amélioration du volet digital, c'est clairement une réflexion qu'on a. Mais là, aujourd'hui, on commence à poser des premières briques, mais toutes petites briques, pour notre gestion plutôt des coachs. Par exemple, là, dans les coachs, avant chaque séance, ils reçoivent un message la veille de la séance en Oui. disant oublie pas, t'as cette séance-là. Donc, on a utilisé un peu d'automatisation, mais plutôt en back-office, et on aimerait que notre produit il soit un peu plus beau, mais qu'il soit aussi simple d'utilisation. Là, Ouais. c'est hyper simple aujourd'hui, on Ouais. veut que ça reste. C'est la priorité qui drive ce qu'on délivre aux clients. Et Ouais. derrière, on essaie, nous, de se simplifier la vie avec un peu de Ouais. digital aussi. En termes de produits, alors je sais pas si vous êtes plus team Apple ou Android. Enfin, On est tous les deux. Tous les Moi, deux. je suis Android. Steve moi, Jobs je l'appelle. disait Keep it simple, stupid. Ouais. Ouais. Hein, la meilleure interface, c'est Clairement. pas d'interface. Ouais, Ou si ouais, ton clairement. produit a besoin d'un manuel d'utilisation, Ouais, c'est bah, qu'il exactement. il est pas bien. Exactement. Bah ça, clairement. Et en plus, nous, dans notre discours, on vend de la simplicité et Ouais. une discipline qui est accessible avec une paire de baskets. Donc Ouais. si après, Ouais. on essaye Faut de faire créer un semblant compte, d'envoyer des fusées sur la Lune avec des choses hyper complexes, Ouais, non, c'est sûr. on est un peu contradictoire. Donc, Mais même en tant qu'athlète, moi j'avais un entraîneur quand j'avais changé de structure et que j'étais dans une structure de plus haut niveau qui voulait nous faire adopter un outil où après chaque entraînement, il fallait rentrer tel truc, tel truc, tel truc. Et on était 15 Ouais. dans le groupe, je pense qu'il y en a 2 qui le faisaient. Ouais. Alors qu'on était déjà tous des athlètes de haut niveau et on recherchait cette performance et on n'y allait pas. Je pense qu'on était un groupe particulièrement feignant sur ça, mais je pense que du coup, quelqu'un qui se met à la course à pied, on a beaucoup de néo-pratiquants dans nos utilisateurs, qui se met à la course à pied, s'il doit adopter 1000 Non. outils, même un outil, c'est trop en fait. Non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaitiez partager, anecdotes? Peut-être, ah oui, une question qui me venait aussi, c'est sur votre relation, une relation amicale, Ouais. professionnelle. Est-ce Ouais. qu'il y a eu des moments où ça s'est cristallisé,
moment de tension, vous êtes toujours bien entendus, vous êtes complémentaires, comment ça se passe? Justement, deux amis Ouais. qui Pour le s'associent. moment, c'est que 11 mois qu'on est. On a 11 ans d'amitié et 11 mois d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, il y a quand même tout. La plupart de notre vie, on n'a pas du tout été Ouais. entrepreneurs ensemble. Donc, je pense que c'est. Alors déjà, il y a eu le 11 ou 13 mètres carrés dans l'appartement. Là, devait y avoir Ouais. quelques, quelques chamailleries parfois. On raconte que ce qui est racontable, mais on a vécu 2-3 aventures dans notre vie Ouais. de débrouille et on a passé des étés à vendre des glaces sur la plage ensemble. C'était notre job étudiant. On était au camping sans matelas pendant 2 mois. Enfin, on a scellé notre amitié dans des choses qui étaient totalement différentes dans l'entrepreneuriat. Donc, on a quand même 2-3 validations qui nous permettent de partir sereinement là-dessus. Et surtout, pour le coup, ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est que au premier jour où on s'est lancé là-dedans, on s'est assis tous les deux autour d'une table et on s'est mis en place un certain nombre de règles, et notamment la première qui est que la priorité numéro 1, ça restera pour toujours notre amitié. Et donc, on devait driver toutes nos décisions à partir de là. Évidemment, quand tout se passe bien, c'est facile. Et avec l'excitation du départ où c'est cool, c'est facile. On verra les jours où on sera confronté à des vrais problèmes. Je ne le souhaite pas, hein, parce que y a pas, enfin, c'est pas forcément cool. Mais si ça arrive, on verra. Mais en tout cas, vraiment, on a pris ce temps de se dire, ok, on se dit tout en toute transparence. On pose un cadre et surtout, on essaye de se tenir à ce cadre parce que c'est notre amitié qui en dépend. Et tout à l'heure, tu nous parlais on parlait de pacte d'associés et de choses beaucoup plus formelles. C'est des choses qui sont importantes justement pour préserver tout le reste qui est beaucoup plus personnel. Clairement. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas connu de grosses difficultés. Peut-être le seul côté négatif, mais encore, moi je le vis pas comme négatif, c'est qu'on a vraiment peu de frontières entre notre vie perso et notre vie pro. Ce qui est cool, c'est que après nos copines, la première tronche qu'on voit le matin, c'est celle de ton meilleur pote, donc ça c'était quand même cool. Mais en même temps, une fois qu'on claque la porte du bureau et qu'on se retrouve autour d'une bière, on a du mal à faire le switch de manière totalement immédiate, quoi. Donc ça, faut qu'on fasse gaffe. Mais en fait, l'athlé, peu importe les étapes de notre vie, le sport et l'athlé, ça anime beaucoup de nos discussions parce que ça nous passionne. Et on n'a pas trop la sensation que ce soit le taf. Donc, Pierrick, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à votre société et à vous deux? En janvier 2024, dans 2025, on faisait 1 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 000. Si on refait x10 en septembre 2026, ça serait une super avancée. Mais sinon, là, pour finir sur la discussion, je pense que peu importe le footing, nous j'espère que la relation avec Antoine ne va jamais se détériorer. Je ne suis pas spécialement inquiet sur ça, mais sinon la prospérité et que ça continue comme ça. Et puis qu'il y ait plein de gens qui se mettent à courir et dans les bonnes conditions et qui se rendent compte que ça a de l'impact positif sur leur vie. C'est quand même la base des bases et ce pourquoi on met notre énergie là-dedans. Donc si demain, après-demain, dans 10 ans, ne serait-ce que quelques personnes viennent nous voir en disant « Putain les gars, grâce au footing, j'ai installé une hygiène, j'ai fait attention à mon capital santé », déjà je pense qu'on aura gagné. Clairement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu merci à toi, c'était un super moment. Carrément. J'ai pas du tout souffert de l'entretien ni des caméras.